Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Il y a un an, le 21 janvier 2017, l'ex-dictateur gambien Yahya Jammeh saluait pour la dernière fois ses partisans sur le tarmac de l'aéroport de Banjul avant de s'envoler vers la Guinée équatoriale. Une terre d'exil où il se trouve toujours. Quelques semaines auparavant, Adama Barrow, un illustre inconnu, venait de remporter le scrutin présidentiel promettant démocratie et développement à des Gambiens avides de changement. Le défi majeur pour Adama Barrow est économique, car la Gambie reste l'un des pays les plus pauvres du continent africain. Les lacunes sont énormes, le changement se fait attendre. Certains s'impatientent, surtout parmi les jeunes qui réclament de l'emploi. Le gouvernement reconnaît ces difficultés et demande de la patience à ses concitoyens, d'autant plus que la Gambie, qui a renoué des liens avec la communauté internationale après des années d'isolement diplomatique, cumule les promesses d'aide au développement de la part de ses partenaires. Le nouveau gouvernement tiendra-t-il ses promesses de croissance? Un an après l'avènement du nouveau régime, la question reste entière. Sarah Sacco, Vincent Roux nous en disent plus. We need justice now. We need justice now. We need justice now. We need justice. Le symbole est fort. Ces militants peuvent commémorer pour la première fois l'assassinat de Deïda Haïdara, journaliste qui incarnait l'opposition au régime de Yahya Jammeh et dont les meurtriers n'ont jamais été condamnés. C'est une marche. Si on voulait l'avoir l'année passée, maintenant il y aura des soldats qui vont nous arrêter avec des kalachnikovs. Mais maintenant on peut marcher librement à célébrer l'anniversaire de mon père Deïda Haïdara qui a été assassiné par le dictateur Yahya Jammeh. Famille de victimes, journalistes, militants des droits de l'homme, tous ont payé un lourd tribut au précédent régime. Je suis à la fois heureux qu'on puisse commémorer cet événement en paix et triste car des vies ont été sacrifiées pour obtenir cette liberté. Oui, c'est la Nouvelle-Gambie. Au moins, nous avons nos libertés fondamentales. Amadou Djane est rentré en Gambie le jour même du départ en exil de Yahya Jammeh. L'histoire de cet universitaire, un temps ministre et qui ne fait pas mystère de ses ambitions politiques, est bien connue des Gambiens. Ouais, en 2011, avec quelques collègues, nous avons monté une coalition pour le changement. J'ai distribué une centaine de t-shirts et j'ai été arrêté et condamné à la prison à vie. J'ai passé 15 mois en prison avant d'être relaxé et expulsé. Depuis un an, les victimes d'exactions commises sous Yahya Jammeh libèrent leur parole. Un centre des victimes les accueille désormais dans ce bâtiment. Amadou Djane y officie comme conseiller. Ce matin, l'équipe reçoit un ancien prisonnier torturé par la redoutable agence de renseignement de l'époque. Ils m'ont conduit dans leur chambre de torture et ils m'ont travaillé très très durement. Ils m'ont cassé toutes les dents. Celles-là ont été refaites en Amérique. Et j'ai vécu d'autres choses. Vous voyez tout ça? Et sur mes fesses aussi. Chaque témoignage est précieusement consigné. Certaines de ces informations pourront nous être utiles. Les avocats trouveront un moyen de les exploiter dans les procès à venir. Nous voulons voir Jammeh devant la justice. En un an, plus de 700 personnes ont déjà livré leur histoire dans l'espoir de poursuites judiciaires. Certaines personnes se sont rendues complices, ont abusé de leur autorité contre moi et d'autres. Je veux que quelque chose soit fait pour qu'un tel malheur n'arrive plus jamais. La création de la commission chargée d'enquêter sur ces faits a été votée par le Parlement. Mais il faudra des mois avant qu'elle ne débute ses activités.
Un seul procès a laborieusement commencé. Les activistes savent que la bataille judiciaire sera longue. Mais pour les victimes, impatientes, l'espoir se transforme déjà en inquiétude. Voici un homme qui a été arrêté sous des prétextes fallacieux et qui a perdu son gagne-pain. Je demande à ce gouvernement de m'aider. Ma situation est très difficile. Nous savons que 22 ans de répression sous Jammeh ne peuvent pas s'effacer en une nuit. Mais nous aimerions que les choses s'accélèrent, nous ne sommes pas satisfaits. Pour tourner la page de la répression, le président, Adama Barrow, a amnistié la moitié des prisonniers du pays et remplacé le chef de l'administration pénitentiaire. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, les prisonniers ont été battus et même torturés derrière ces murs de la sinistre prison Mile 2. Les autorités veulent montrer que les choses ont changé, mais beaucoup reste à faire. L'odeur qui vient des cellules est insoutenable. Cet endroit devrait être fermé ou rénové. Quelque chose doit être fait parce que ces conditions sont inhumaines. Amadou Djanneh visite régulièrement ces établissements. Il milite pour l'amélioration des conditions de détention. Les prisonniers tiennent à lui montrer l'état des toilettes. D'accord, là ce sont les toilettes dédiées aux tuberculeux. Et il y en a 2 autres. Dans tout le bâtiment, il n'y en a que 2 ou 3 qui fonctionnent. Et vous voyez leur état. Il y a beaucoup à faire. L'homme connaît bien les lieux. Il a été incarcéré dans cette cellule en 2012. C'est ici que tout se passe. Vous mettez vos excréments dans un pot. Vous êtes autorisé à sortir 1 ou 2 fois par jour selon votre condamnation. Et alors vous videz votre récipient dans les toilettes. En gros, vous êtes dans cet endroit minuscule avec vos excréments. Les gardes sont restés les mêmes, seules les directives ont changé. Celui-ci, il était très strict. Ah ouais. Il était strict. Ah, vous, les gars de Soukouta, vous mériteriez qu'on vous frappe. Je te taquine. Le chef des opérations de la prison tient à nous expliquer les efforts fournis. Pas un mot en revanche sur les mauvais traitements d'autrefois. Nous avons amélioré les conditions de vie concernant leur nourriture et leur temps de promenade. Nous ne recevons plus d'ordres comme avant. Mais même sans cela, nous étions très attentifs à la manière dont nous traitions les êtres humains, parce que ce pays est petit et nous sommes une grande famille. En Gambie, tout le monde savoure désormais sa liberté d'expression. C'est de loin le plus important changement qu'a connu le pays ces derniers mois. Et celle qui l'incarne le mieux est peut-être Fatou Touré. Le débat télévisé que mène cet exilé rentré au pays est un succès. Avec son équipe, Oli et Nyang, elle vient en repérage dans ce grand hôtel de la capitale. On pourrait installer notre plateau ici, juste là, et avoir la piscine en fond, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Le trio cultive une image branchée et impertinente du jamais vu en Gambie.
Nous voulons une émission qui fasse la différence. C'est pour cela que nous sommes numéro 1. Nous ne voulons pas nous contenter d'un studio. Non, ce n'est pas pour cela que nous sommes numéro 1. C'est une des raisons. Non, non. La véritable raison, c'est parce que tu as les meilleurs chroniqueurs, les plus brillants. Le ton est léger, mais Cœur Fatou, leur émission, est une petite révolution sur la télévision nationale. Sur ces images, ils reçoivent des représentants de l'APRC, le parti de l'ancien président Yahya Jammeh, la nouvelle opposition. Un moment qui reste fort pour les animateurs. Recevoir les membres de l'APRC et leur poser des questions, c'était vraiment bien. Pendant le montage de cet épisode, je me disais, ça ne sera jamais diffusé. C'était vraiment tendu. L'APRC a exprimé ses points de vue, ils ont critiqué le gouvernement. Je pensais sincèrement que l'émission serait censurée. Mais non. Fatou profite aussi de cette liberté hors antenne. Nous la retrouvons dans une nouvelle enseigne à la mode. Ce moment entre amis peut sembler banal. Ici, il a encore le goût de la nouveauté. À l'époque, les gens avaient peur de ce genre de rencontre. On avait peur parce qu'on ne savait pas qui on allait croiser. Si vous aviez une conversation un peu privée, elle pouvait être entendue et vous ne saviez pas où cela finirait. Elle n'est pas rentrée depuis 5 ans. C'est sa première visite en Nouvelle-Gambie. Ça fait du bien. On ne s'attend pas à ce que tout arrive d'un coup. Boum. Non, on va y aller petit à petit. En Gambie, c'est un peu comme si on rampait et que là, on apprend à marcher. Alors, attendez-vous à nous voir courir bientôt. Ça va arriver. Le président, Adama Barrow, a renoué avec la communauté internationale et obtenu des promesses d'aide. L'inflation est maîtrisée, la monnaie stabilisée, la justice en cours de réforme. Et il se targue bien sûr d'avoir ramené la liberté d'expression. Mais les défis économiques restent entiers. Et dans les rues de Banjul, rien n'a changé. Petit commerce de subsistance, groupe de jeunes désœuvrés, le plus petit pays du continent est aussi l'un des plus pauvres. À sa prise de fonction, le gouvernement affirmait être ruiné. Les caisses de l'État vidées par Yahya Jammeh, soupçonné d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars selon le ministère de la Justice. Depuis, les biens de l'ancien président ont été gelés et une commission d'enquête décortique sa gestion des fonds publics. Le ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, reconnaît que la situation est difficile. Nous avons obtenu quelques prêts de partenaires au développement, par exemple de l'Union européenne. Ils nous ont donné un peu d'argent, mais il est certain que nous avons des difficultés économiques. Nous demandons de la patience. Donnez-nous une chance. Nous travaillons et très bientôt la situation va s'améliorer. Certains commencent toutefois à s'impatienter, surtout parmi les jeunes. Ali et Haruna font leur thé sur un coin de trottoir, comme toutes les fins d'après-midi, faute de mieux. On attend plus de propositions pour la jeunesse. Les jeunes ont besoin de travail. Presque tout le monde est sans emploi et c'est mon cas. L'électricité ne fonctionne pas bien. Il y a des coupures de courant. Mais peut-être que le changement viendra plus tard. Ça ne fait qu'1 an, donc peut-être que ça viendra. En attendant le développement promis par les autorités, certains se félicitent d'avoir pu récupérer leurs biens annexés par Yahya Jammeh, notamment en milieu rural. C'est le cas d'Amadou Djane, le militant des droits de l'homme, que nous retrouvons cette fois en route pour Gunjur, son village natal, à l'ouest de Banjul. Oui, une partie de mes terres ont été saisies par Yahya Jammeh. Il a étendu sa clôture sans autre forme de procès. Après la chute de son régime, je suis allé réclamer mes biens. Et voici pourquoi les terres des riverains avaient été confisquées
Cette immense mosquée a été érigée au milieu de nulle part par Yahya Jammeh pour son usage personnel. Jammeh savait que ce site était considéré comme sacré. Alors il pensait qu'en l'annexant, il garderait les prières pour lui. Sur plusieurs kilomètres à la ronde, des petites plantations de subsistance sont réapparues. Du riz, du gumbo, du bissap. On a commencé à planter tout ça. Avant, quand ils arrivaient, on devait faire ce qu'ils demandaient. La page Yahya Jammeh tournée, le gouvernement saura-t-il répondre aux espoirs de développement de la population? Un an après son avènement, les questions sur l'avenir de la Nouvelle-Gambie restent ouvertes. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. L'Inde s'apprête à lancer ce qui pourrait être le plus grand système d'assurance maladie au monde. Surnommé le Modicare, du nom du Premier ministre Narendra Modi, ce vaste programme vise à offrir une allocation santé à des millions de citoyens qui n'ont pas les moyens de se soigner à l'hôpital ou de se payer une assurance privée. Un projet d'autant plus ambitieux que le budget de la santé ne représente que 1% du PIB. Une manière donc aussi de courtiser les populations les plus pauvres en ville ou à la campagne, car ce plan très ambitieux doit être mis en place dès l'été, soit quelques mois avant la prochaine élection législative dans le pays. Reportage de Sreya Banerjee, Surya Shrivastava et Alban Alvarez. Des centaines de patients défavorisés cohabitent dans ce dortoir de New Delhi. Ils ont traversé le pays pour venir se faire soigner dans la capitale indienne. Papou Kumar, 18 ans, vient du Bihar, l'un des États les plus pauvres d'Inde. Il a parcouru 1000 km pour bénéficier d'une greffe de rein. Je dois avaler ces 5 pilules, 2 fois par jour. C'est le traitement que je vais devoir suivre tout au long de ma vie. Là d'où je viens, il n'y a pas de service de greffe. Si j'avais eu la possibilité de le faire à côté de chez moi, je n'aurais pas fait tout le déplacement jusqu'à Delhi. Aucun malade ne fait tout ce chemin de gaieté de cœur. Papou fait partie des millions d'Indiens obligés de quitter leur village pour avoir accès dans les grandes villes à des soins de qualité et à un prix abordable. Beaucoup d'entre eux viennent se faire soigner à l'Institut national de médecine et de sciences situé à Delhi, l'un des meilleurs hôpitaux publics du pays. 2 fois par semaine, Papou a rendez-vous avec le docteur Mahajan pour un suivi médical de sa transplantation. Vous vérifiez votre pression sanguine régulièrement? Oui. C'est combien aujourd'hui? 129. Ici, ces patients peuvent bénéficier d'un traitement au coût le plus bas, parfois quasi gratuitement. De nombreux malades ont besoin de ce type de soins, mais leur accès reste limité à travers le pays. Du coup, ils n'hésitent pas à traverser l'Inde pour en bénéficier. Mais le nombre d'hôpitaux publics n'est pas suffisant en Inde pour soigner tout le monde. Et les cliniques privées sont bien trop chères pour une grande majorité de la population. Chaque année, 60 millions de personnes s'endetteraient et basculeraient dans la pauvreté à cause des coûts liés à la santé. Et moins d'un Indien sur 3 a une assurance privée. Face à ce problème, le gouvernement indien a dévoilé un projet d'assurance maladie à destination de 100 millions de foyers, soit environ un demi-milliard d'individus. Les familles les plus pauvres pourront alors bénéficier d'une prise en charge de leurs soins à hauteur de 6 000 € par an. Une révolution. Mais le projet soulève déjà des interrogations. Des experts mettent en doute son efficacité si aucun investissement n'est réalisé en parallèle pour développer les infrastructures et pour recruter davantage de médecins et d'aides-soignants. Des critiques balayées par Alok Saxena, en charge de mettre en place cette réforme. Ça, c'est l'éternelle question de l'œuf et de la poule. Faut-il d'abord construire hôpitaux et infrastructures ou d'abord démarrer ce programme? À un moment, il faut bien se lancer. Mais en Inde, 70% des soins sont délivrés dans le secteur privé. Ça, c'est le laboratoire de cathéter. D'ailleurs, vous pouvez observer une manipulation.
Mais ces hôpitaux sont souvent accusés de chercher avant tout à réaliser des profits. La santé, c'est une industrie. Si vous investissez, vous voulez obtenir des bénéfices. Vous ne voulez pas que votre société soit endettée. Il y a 25 ans, la majorité de nos patients allaient se soigner à l'étranger pour une prothèse ou une chirurgie du cœur. Et regardez les progrès que nous avons faits. Tous ces services sont désormais disponibles dans notre pays. Donc forcément, il y a un coût. Un coût auquel ne peuvent subvenir 6 Indiens sur 10. Des initiatives locales existent déjà pour rendre plus facile l'accès aux soins, notamment la chirurgie. C'est le cas dans le sud du pays, dans l'état du Karnataka. Ici, un système d'assurance privée-publique appelé Yashashvini a permis à ce fermier de bénéficier d'une double opération du cœur. Dans un hôpital privé, cette opération m'aurait coûté 4 000 €. Je n'ai absolument pas les moyens de payer un tel montant. Mais grâce à cette assurance, j'ai pu me le permettre et continuer à travailler. Réservé aux populations rurales, Yashashvini repose sur un système de cotisation. Ces familles versent 3 € par mois pour bénéficier d'une couverture santé. Ça, c'est ma carte Yashashvini. Je la renouvelle tous les ans. Ce programme a été imaginé par le docteur Devi Shetty. Ce chirurgien reconnu mondialement milite depuis des années pour la mise en place d'un système de santé accessible à tous. Depuis 2003 et la mise en place de Yashashvini, 130 000 chirurgies ont pu être pratiquées. Il n'y a aucun doute que la NHS au Royaume-Uni ou l'assurance maladie en France sont les meilleurs systèmes de santé pour les personnes. La question est, comment finance-t-on? Si vous avez une économie forte, alors oui, dans ce cas, peut-être que vous pouvez mettre en place un tel système ici. Mais l'économie est fluctuante. Le meilleur des systèmes, c'est celui où chaque personne contribue, même d'un petit montant, chaque mois, chaque année. Selon le gouvernement, Modicare coûtera 1,3 milliard d'euros à l'État. Reste à savoir comment trouver les financements dans un pays où à peine 3% de la population paye des impôts. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. L'Espagne porte d'entrée du hashish en Europe. Plus de 70% du cannabis circulant sur le vieux continent passe par l'Andalousie. La drogue est transportée depuis le nord de l'Afrique via des hors-bords. À une trentaine de kilomètres des côtes marocaines, une ville de 63 000 habitants, la Linea de la Concepción, est devenue tristement célèbre pour l'activité quasi-industrielle des narcotrafiquants. Un reportage de notre correspondante en Espagne, Melilla Huet, avec Constance Meyer. Ici, c'est la routine. Chaque matin, la douane espagnole prend la mer à la recherche de trafiquants. Dans le détroit de Gibraltar, ils sont 100 douaniers à quadriller les côtes, 7 jours sur 7. Dans leur viseur, des lancheros qui transportent la drogue sur des hors-bords de 12 mètres extrêmement puissants. Ici dans le détroit, c'est une course permanente parce que le temps de réponse est minimal. La côte africaine est juste à côté et leurs embarcations sont si rapides que nous devons être en alerte permanente pour les appréhender. Chaque année, la porte d'entrée du hashish en Europe voit son trafic augmenter. En 2017, 113 tonnes y ont été saisies, soit 3 fois plus que l'année précédente. Par la mer, un aller-retour entre les côtes marocaines et espagnoles se fait en moins d'1 heure. On pourrait comparer leurs embarcations à des mouches. Ils bougent dans tous les sens. Ils sont imprévisibles. En plus, la côte est difficilement navigable et il y a un gros trafic portuaire. C'est pour ça qu'on a mis en place un système de caméras, des patrouilles en mer, mais aussi des hélicoptères. En 2018, les douanes ont dû s'équiper de hors-bords plus puissants pour empêcher la drogue d'atteindre la baie. Des poursuites sur l'eau, mais aussi dans les airs. Car même en plein jour, les trafiquants tentent d'atteindre la plage de la Linea, plaque tournante du trafic de hashish.
Des scènes dignes d'Hollywood, filmées par les touristes ébahis. Regarde, ce sont des trafiquants. Bon sang, ils sont gonflés. En plus, la plage est pleine de monde. Certains, comme ici, parviennent à s'enfuir en abandonnant leur chargement. Alors, pour empêcher les lancheros d'atteindre le rivage, la mairie a mis en place des barrières et des caméras aux abords des ports stratégiques. Celui de La Tunara, le quartier des trafiquants, est soupçonné d'abriter des pêcheurs, sinon acteurs, du moins complices du trafic. Mais Juan Morente est le seul à bien vouloir évoquer le problème du bout des lèvres. Est-ce qu'il y a du trafic dans la lagune? Occasionnellement, oui, bien sûr, mais pas ici. Sur 11 km de plage, évidemment, je ne vais pas vous mentir, il y en a. En tout cas, il y en a eu par le passé. Une omerta qui ne résiste pas à l'épreuve du réel. 4 heures après cette interview, nous assistons à l'interpellation musclée d'une dizaine de jeunes soupçonnés d'appartenir au réseau. Fourgon de police, quartier quadrillé, une journée ordinaire pour cette habitante qui assiste aux arrestations. Le lanchero débarque la drogue et plein de gamins arrivent en courant par la rue pour récupérer les paquets. Et ils disparaissent ensuite dans les ruelles. Mais alors comment la Linea est-elle devenue au fil des ans la plaque tournante du trafic de hashish en Espagne? José Juan Franco est le maire de la ville. Pour lui, l'explication est purement économique. Le problème ici, c'est qu'une grosse partie de la population est au bord de l'exclusion sociale. Il y a 34% de chômage et il n'y a pas de futur. Le trafic, c'est la seule chose qui leur reste. À la Linea, le narcotrafic est un terrain fertile pour un autre fléau, l'addiction, du cannabis aux drogues dures. Augusti est pasteur dans ce centre de réhabilitation. Lui-même ancien toxicomane, il est passé par la case-prison, notamment pour vol. Donc là, vous voyez, c'est la chambre où les jeunes qui sont sevrés depuis 5 à 6 jours vivent. C'est le moment le plus difficile à surmonter. C'est un changement radical. Ils viennent d'un monde de désespoir absolu où ils sont totalement accros à la drogue. On a même vu passer ici des trafiquants. Car pour payer ces doses, devenir une petite main du trafic est la solution la plus rapide. Pour espérer les réinsérer, ce centre accueille jusqu'à 30 hommes pendant 6 mois. L'association n'est pas financée par la région, mais par une église évangélique. Tous les jours, les résidents du centre vont prier. Dans l'église du quartier, ils ont leur place réservée. Parmi les compagnons de route, il y a Boba. Ancienne grosse main du trafic, il a passé 20 ans en prison, notamment pour homicide. À 12 ans, il commençait en tant que petite main. À la fin de sa carrière, il gagnait jusqu'à 250 000 € en une seule opération. J'ai fini par devenir le chef. J'avais mes équipes qui retiraient la marchandise, la préparaient, la livraient même. Tout le monde a des proches qui, de près ou de loin, participent à ce système. Tout le monde est impliqué. On parle de combien de gens à peu près à la Linea? Plus de la moitié. Ouais, plus. Si Boba fait figure d'exemple pour ceux qui veulent sortir de la drogue, la ville n'est pas prête de dire adieu à ces vieux démons. À la Linea, le trafic reste l'activité la plus lucrative. Miguel Díaz-Canel Bermudez a pris ses fonctions en tant que président de Cuba le mois dernier. Après 2 mandats de 5 ans, Raúl Castro a confirmé qu'il quittait en 2021 le poste de secrétaire général du Parti communiste de Cuba. Une page se tourne donc sur l'île castriste. C'est un règne de 59 ans des frères Castro qui s'achève. Retour sur ces 60 dernières années avec Christophe Dansette et Marie Schuster. 1957, dans la Sierra Maestra, la chaîne montagneuse de Cuba, une poignée d'hommes bricole une révolution. Ils s'appellent Fidel et Raúl Castro, 2 frères, ou encore Ernesto Guevara dit le Che. Ils veulent renverser le régime sanguinaire de Batista. Ils sont soutenus par la population pauvre de l'île, qui réclame le partage des richesses. Le 8 janvier 1959,
les révolutionnaires sont accueillis en libérateurs à La Havane. Castro et l'ensemble des guerrilleros, Guevara et les autres arrivent à cheval avec des colliers de perles, ils sont barbus, ils sont extrêmement jeunes, ils ont entre 28 et 30 ans, donc grande joie, grande explosion de joie populaire. Très vite, les nouveaux dirigeants procèdent aux premières réformes. Ils font nationaliser les grandes propriétés privées, les plantations de sucre. Les entreprises américaines plient bagages. Une partie de la haute bourgeoisie cubaine, elle aussi, fuit vers la Floride. C'est la rupture avec Washington, qui progressivement coupe les liens avec la Havane, décrète un embargo et cesse ses livraisons de pétrole. Mais les anticastristes ne baissent pas les bras. Soutenus par les États-Unis, ils débarquent dans la baie des Cochons. L'opération est un fiasco. En réalité, l'administration américaine de l'époque a mal saisi l'importance de cette révolution et du nationalisme cubain. Pour l'administration américaine, cette affaire marche. Il n'y a aucun doute que le peuple cubain va se soulever pour approuver cette intervention militaire, instaurer un gouvernement provisoire et chasser le gouvernement de Fidel Castro. C'est exactement le contraire qui va se produire. L'intervention militaire va être battue et c'est Fidel Castro, accompagné à ce moment-là d'un très grand appui populaire, qui va l'emporter. Cuba, dont l'économie repose jusqu'à présent à plus de 80% sur ses échanges avec les États-Unis, doit se trouver un nouveau partenaire commercial et stratégique. Fidel Castro tombe dans les bras de l'Union soviétique de Nikita Khrouchtchev. Ce dernier déploie des missiles à Cuba à 150 km seulement des côtes américaines. Le monde est vide de justesse, la Troisième Guerre mondiale. Au terme d'un bras de fer, Moscou retire ses armes. En échange, Washington renonce à envahir l'île. Sur le plan économique, une alliance est conclue avec Moscou. Les soviétiques vendaient leur pétrole à un cours très inférieur au cours du marché. Les Cubains exportaient leur sucre à un cours très supérieur au cours du marché. Et de fait, ça a été en grande partie une économie subventionnée. Pendant 30 ans, Cuba va donc vivre au crochet de l'URSS. Le niveau de vie des Cubains s'améliore considérablement. L'école permet d'alphabétiser presque toute la population. La santé devient gratuite. Mais parallèlement, la liberté d'expression est restreinte. Des intellectuels jetés en prison. C'est une période répressive, avec un pouvoir extrêmement autoritaire, très intolérant, une période très dure. Quand on discute avec les intellectuels, les universitaires, etc., on se rend compte que ça a été, y compris, une période de censure sur les livres, sur toutes sortes de choses. La chute du bloc soviétique plonge le pays dans la plus grosse crise de son histoire. En août 1994, 40 000 Cubains choisissent l'exode aux États-Unis, souvent au péril de leur vie. Dans ces années-là, il n'y a plus de feu rouge, il n'y a plus d'électricité parce qu'il n'y a plus de pétrole, ou très peu de pétrole. Les frigidaires, on est dans un pays tropical, 30 degrés en moyenne de température. Les frigidaires, tout pourris dans les frigidaires, c'est une situation catastrophique pour la population. De nouveau, le régime cherche un partenaire et à la fin des années 90, le Venezuela d'Hugo Chavez, première réserve mondiale de pétrole, vole à son secours. Donc là, va de nouveau s'instaurer à partir du début des années 2000, un échange de nouveau bénéfique sur le plan économique et commercial. Pétrole vénézuélien qui va arriver à des tarifs très préférentiels à Cuba, ce qui va être une aide considérable, mais qui de nouveau, à un moment donné, plus tard, 15 ans plus tard, va s'achever. Entre-temps, Fidel Castro tombe malade. Il confie progressivement le pouvoir à son compagnon de toujours, son frère Raúl. Ce dernier amorce un rapprochement avec les États-Unis de Barack Obama et surtout lance des réformes économiques importantes. Certains métiers sont privatisés, mais pas les secteurs clés de l'économie. La structure sociale s'en trouve bouleversée. Il y a énormément d'inégalités entre les salariés qui travaillent dans le secteur public, le secteur d'État, et tous ceux qui sont dans le privé qui gagnent beaucoup plus d'argent. Avec le paradoxe que ceux qui sont très qualifiés, les médecins, les ingénieurs, etc., les professeurs, ne sont que dans le secteur public, ne peuvent pas travailler dans le privé, mais gagnent beaucoup moins d'argent. Aujourd'hui, une page se tourne à Cuba. Fidel Castro est mort il y a 2 ans. Avec le départ de Raúl Castro de la tête de l'État, c'est aussi toute la génération de la révolution qui s'en va et cède sa place. Elle laisse derrière elle une situation politique et économique très difficile. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Direction la Colombie et Medellín, cette ville considérée comme la plus dangereuse au monde dans les années 1990. C'est aussi la ville de Pablo Escobar, roi de la cocaïne. Aujourd'hui, la ville se transforme, les bars et terrasses se multiplient. L'art et la culture jouent un rôle fondamental dans cette renaissance. Vincent Roux nous en dit plus. Bonjour, bienvenue. Nous sommes toujours en Colombie, cette fois dans la deuxième ville du pays, Medellín. Quand on prononce ce nom, on pense forcément au trafic de drogue, au fameux cartel de Medellín, à Pablo Escobar, le roi de la cocaïne, et à la violence qui a marqué son règne et sa succession. Dans les années 1990, Medellín était la ville la plus dangereuse au monde. On comptait ici plus de 6000 assassinats par an. Mais Medellín se transforme, les bars et les terrasses se multiplient. De grands bâtiments modernes sortent de terre et l'art et la culture jouent un rôle fondamental dans cette renaissance. Victor Gaviria est une légende du cinéma colombien. Il est le seul cinéaste de son pays à avoir été sélectionné à Cannes par 2 fois. Son premier film, Rodrigo de No Futuro, est aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma latino-américain. Nous le rencontrons en plein cœur de Medellín, sur la place Botero. Victor, on est en plein centre de Medellín, dans un lieu très symbolique. Expliquez-nous. Ici, il y a 25 ans, il n'y avait que de petites rues étroites, remplies de prostituées et de délinquants. Et puis la mairie et Botero ont eu cette belle idée d'exposer à l'air libre ces sculptures, qui étaient déjà très célèbres dans le monde entier, comme à New York, à Paris ou Tokyo. Ce qui est beau dans cet endroit, c'est que vous y trouvez des gens venus de toute la ville, et notamment des quartiers isolés, qui travaillent ici et qui tentent de survivre à la pauvreté. Ils vendent des chapeaux, des chewing-gums, des cigarettes, des cartes de téléphone. C'est un espace social où les habitants et les touristes se mêlent. Victor, vous avez tourné tous vos films ici, à Medellín. Pourquoi est-ce que cette ville vous inspire autant ? Bien, regardez tous ces gens ici. Ce qui m'inspire à Medellín, ce sont les habitants et leurs histoires. Il y a beaucoup d'histoires. Chacun d'entre eux est une source d'inspiration à cause de tout ce qu'il a vécu. Des choses dures comme la marginalisation, l'exclusion, la violence. J'essaye en permanence de montrer l'humanité qu'il y a derrière ces personnes marginalisées. Dans pratiquement tous vos films, vous avez montré la violence, que ce soit la violence des gangs ou la violence conjugale. Aujourd'hui que les choses changent en Colombie, vous n'avez pas envie de montrer une image peut-être plus positive de votre pays ? Vous savez, j'ai fait des films qui reflétaient la réalité de la violence. Mais la ville a changé. Le genre d'histoire que j'ai envie de raconter maintenant, comme d'autres réalisateurs d'ailleurs, c'est comment les Colombiens tentent de reconstruire leur vie, de retrouver ce que la violence a détruit. L'amour, la famille, être parent, faire des études, avoir un diplôme, voyager ou apprendre. En définitive, tout ce qui fait une vie normale. Victor, muchas gracias.
Si elle a bien changé, la place Botero a toujours été l'un des lieux les plus animés de Medellín. Mais les habitants de la ville évitaient autrefois certains quartiers, notamment ceux perchés, isolés sur les pentes de la ville, des endroits complètement inaccessibles aux étrangers, mais qui aujourd'hui s'ouvrent au tourisme. Et dans la mutation de ces quartiers, les transports en commun ont joué un rôle fondamental. Nous voici dans la commune de San Javier, plus connue sous le nom de Comuna 13. Elle a longtemps été considérée comme le barrio le plus meurtrier de Colombie, voire de toute l'Amérique latine. Bonjour Margot. Bonjour Vincent. C'est vous qui êtes notre guide pour cette commune à 13. Tout à fait. Vous connaissez bien cet escalator géant, les câbles, les téléphériques qui sont au-dessus de nous. Ça a vraiment changé la vie de ces quartiers? Ça a été un facilitateur de mobilité. Au niveau des transports, ils ont à peu près 8 ans d'existence, le métro câble et les escaliers électriques. Et on va dire que ça a permis un accès plus rapide au centre-ville, là où tout se passe, là où sont toutes les administrations et les institutions. C'est un quartier qui a été complètement illuminé par les initiatives des artistes indépendants, comme on peut voir ici Chota, mais également par un collectif artistique qui s'est monté dans la Comuna 13, la Casa Colacho, qui a permis de redonner une vie sociale et culturelle à tout le quartier. La Chota et la Casa Colacho, on va aller les découvrir ensemble. Tout à fait, allons-y. Parler des artistes de la Comuna 13. Voilà Chota. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Te presento Vincent. ¿Cómo está? Chota. Bienvenido. Quel est le message que vous voulez faire passer à travers vos fresques, à travers votre œuvre? Plus que des œuvres d'art, ce sont de vraies histoires. Chaque œuvre a une thématique et raconte quelque chose. Qu'est-ce que ça représente pour vous de marquer comme ça les murs de cette commune à 13 et de votre quartier? Ceux qui font les graffitis, ce sont les jeunes. On essaie de combiner notre art et le vivre ensemble, en détournant ces jeunes de la violence et en les ouvrant à la culture grâce aux graffitis. Muchas gracias. Thank you. Tout comme le graphe, le hip-hop s'est emparé de la Comuna 13 pour faire revivre le quartier et l'ouvrir aux étrangers. Et la Casa Colacho joue un grand rôle dans ce renouveau. La Casa Colacho est un centre culturel de hip-hop. Une quinzaine d'artistes fréquentent ces lieux. Ils y vont pour créer et partager leurs connaissances. On a une école de hip-hop avec plus de 400 enfants. On organise aussi une visite guidée du quartier qui raconte l'histoire de la Comuna 13 à travers les graffitis. Et puis nous avons aussi un studio d'enregistrement et un atelier de production audiovisuelle mis à la disposition des étudiants. Et qu'est-ce que vous pensez que le hip-hop peut apporter aux enfants, surtout, puisque vous en parliez des enfants de ce quartier? Il est important de dire que le hip-hop n'est pas seulement pour les enfants et les jeunes. Il y a aussi des adultes dans nos cours qui partagent leur expérience du hip-hop et font partie du processus. Ce centre est pour toute la communauté. Ce que ça apporte, eh bien, ça envoie un message dans le quartier. Nous sommes devenus une référence et c'est important de renouveler les références, les rêves d'avenir pour les enfants. El hijo de Doña Elena, el nieto de Pedro Vázquez, el dueño de la cantina. Los jóvenes en los barrios, la gente de las ciudades, de pueblos y de veredas. La hija de mi tío José, a mi prima se desapareció. A los cementerios, a los hospitales y bordes se visitó. La violence est toujours présente dans la Comuna 13 et à Medellín. Elle n'a pas disparu, mais elle a changé. Ce n'est pas la même violence que celle qu'on a connue en 2002, mais elle est toujours enracinée.
Il y a toujours des groupes armés, du microtrafic, du racket, des petits commerces. Il y a toujours un contrôle du territoire par des groupes illégaux. Et ce sont les jeunes qui sont les principales victimes. En 1991, plus de 7000 jeunes sont morts dans cette ville. C'est une génération tout entière qui a été décimée. Malheureusement, ça continue, même si les chiffres ont diminué. Et certains ici s'en sortent grâce à la musique. C'est le cas par exemple du collectif Son Bata qui a sorti plusieurs albums, fait la première partie des Red Hot Chili Peppers ou de Juanes, une star en Colombie. Et ils continuent à tourner leurs clips et enregistrer leurs titres ici à la Comuna 13 où ils nous reçoivent. Son Bata, vous venez d'ici, de la Comuna 13, votre studio est toujours ici. En même temps, votre musique, elle est écoutée bien au-delà de Medellín. Quel est le message que vous essayez de faire porter et peut-être quelle image vous voulez donner de votre quartier? Le message qu'on veut porter, c'est qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ce qui a toujours été clair pour nous, c'est le rêve de 3 rappeurs qui un jour se sont dit « on est vivant » parce que nous croyons en nous en tant qu'artistes. Est-ce que vous pensez que votre réussite peut être un exemple pour les jeunes de ce quartier, pour tous ceux qui viennent de cette Comuna 13? On porte le message que l'art peut transformer la réalité. L'art, la musique, la culture nous ont transformés. On a réussi à toucher des personnes qui vivent les mêmes choses que nous avons vécues. On est très populaire et les autres communautés s'en inspirent pour chez elles. Plus largement, la musique colombienne s'exporte aujourd'hui. Il y a des stars internationales comme Juanes, qui est l'un de vos mentors. Est-ce que vous pensez que la musique, c'est un bon moyen de faire changer peut-être l'image de la Colombie à l'étranger? On a envie qu'on nous voit à l'étranger à travers notre travail et à travers l'art. Si on peut faire changer des personnes ici, peut-être qu'on y arrivera aussi à l'étranger, que la façon dont on s'habille aussi, notre style vestimentaire, soit regardé là-bas, de la même manière que nous, on regarde ce qui existe ailleurs. Les enfants, ils sont bien sûr l'avenir de la Colombie, l'espoir du retour de la paix. Encore faut-il les sortir de la rue, leur donner d'autres perspectives et pourquoi pas par la danse. C'est le projet de Marta Alvarez, l'une des professeurs de danse les plus réputées de Colombie. Elle a formé des générations de champions et ses élèves viennent en partie des barrios de Medellín, comme celui de Manrique. Comment te llamas? Clara Cardenas Patino. Tu aimes faire de la danse? Oui, monsieur, parce qu'on peut tout exprimer par la danse. Si on est en colère, on peut l'exprimer en dansant. J'adore ça. Pourquoi? On peut voyager à travers le monde et être célèbre. Et ça me plairait beaucoup de devenir une star. Waouh! Je me sens libre. Pour moi, c'est comme si je volais. Tu imagines vivre ailleurs qu'à Medellín, ailleurs qu'à Manrique? Je m'imagine partout dans le monde. Mais je reviendrai toujours à mes racines, à Manrique. Depuis
Depuis 25 ans, vous offrez des cours de danse à des enfants, à des jeunes de ce quartier, notamment de Manrique. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez que la danse peut leur apporter? À travers la danse, je pense que ces enfants acquièrent de la confiance en eux et apprennent à gérer leurs émotions. La danse leur apporte la capacité de faire face aux problèmes qu'ils ont à la maison ou avec leurs parents. Est-ce que vous trouvez que les enfants de Medellín ont beaucoup changé en 25 ans? Chaque jour, nous avons des enfants différents. On a vu des changements dans le quartier depuis qu'on leur a apporté la discipline de la danse. On apprend aussi aux parents et aux autres générations le rôle de la culture et qu'il est très important d'occuper les enfants. Nous avons envoyé des enfants à travers le monde, aux États-Unis, en France, en Chine, un peu partout, grâce à l'art et à ce qu'ils ont appris ici, au balcon des artistes. Muchas gracias, Marta. Et merci à vous d'avoir regardé ces deux émissions spéciales de À l'affiche en Colombie. Avant de partir, avant de quitter Medellín, vous pourrez me montrer quelques pas de danse? Si. La danse, le cinéma, le hip-hop, l'art sous toutes ses formes a repris sa place dans les rues, sur les murs de Medellín et participe à la renaissance de cette ville, symbole de celle de la Colombie. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie infiniment d'avoir été fidèles pendant 192 épisodes à ces numéros de Code 24. J'ai été très heureux et fier de les préparer, de les présenter. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. À partir de la semaine prochaine, Code 24 laisse l'antenne à une programmation spéciale à l'occasion du Ramadan. Je vous donne donc rendez-vous après l'Aïd pour une nouvelle saison de Code 24 en partenariat avec nos confrères de France 24. Très bon Ramadan à vous tous et à très bientôt.